Bienvenue à un autre épisode de Founder Wisdom Podcast. On a Adrien Gossion avec nous aujourd'hui. Adrien, c'est le fondateur de AGNC, donc Agency. Adrien est, comme vous allez pouvoir voir sur la caméra, est dans l'industrie de la mode, du style. J'aime son style, très stylisé et dans l'industrie du luxe aussi. Donc, Adrien aide les runaways, les fashion runaways, c'est comme ça que je les appellerais, à bien se dérouler. Il va pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Ça fait 10 ans qu'il est fondateur de son entreprise. Euh, il jet set entre la Colombie, Paris et j'imagine d'autres endroits où est-ce que le fashion est d'importance. Donc, Adrien, je suis content de t'avoir sur le pod. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ton rôle à Agency et ton background? Merci Charles de m'avoir aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec toi. Écoute, moi ça fait comme tu l'as dit 10 ans que je fais du coup agency, donc je suis agent commercial à l'international pour des marques de luxe dans le vêtement féminin sur la section on va dire du prêt-à-porter haut de gamme voire luxe sur l'Europe et principalement la France. Moi je suis spécialisé en tant que agent français. Avant, si tu veux, d'être agent, moi j'ai été styliste modéliste pour des marques assez connues sur Paris. Et j'ai basculé, on va dire, dans le côté commercial de la chose il y a 10 ans avec Agency. Et aujourd'hui, je fais tous les showrooms de Paris, donc 4 fois à l'année, pour en fait faire la rencontre entre les marques et les magasins, principalement les indépendants multi-branding stores ou les department stores sur le monde. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Donc, c'est plus que juste sur le catwalk, c'est aussi dans le magasin, right? Tu fais le setup, tu exposes le produit d'une manière attrayante pour que les clients puissent acheter le produit en bout de ligne. Exactement. En fait, ce que vous voyez pour les personnes qui sont pas dans l'industrie, ce qu'on voit, que ce soit à New York, à Tokyo, à Londres ou à Paris, on voit les runways. Mais derrière tout ça, il y a toute une industrie en fait. Et quand les runways se passent à Paris, en fait, il y a plein de personnes comme moi derrière qui font les rencontres et qui font que ces vêtements que tu vois défiler sur des mannequins se retrouvent dans des showrooms pendus sur des cintres où après, si tu veux, les boutiques du monde entier viennent voir les collections et viennent choisir un petit peu un an à l'avance. Là, par exemple, on va commencer le Autumn Winter 24, 25. Donc, on a toujours un an en avance et les indépendants boutiques viennent choisir chez nous ce qui sera dans les rayons des grands magasins dans un an. OK, grand magasin, parce que moi, dans ma tête, luxe, c'est égal à exclusivité. C'est peut-être une pièce qui va valoir 2 à 4 000, 5 000 euros. Est-ce que c'est un peu plus une production un peu plus élevée ou est-ce que c'est des stylistes qui vont vraiment créer comme deux ou trois morceaux pour une catégorie, par exemple? Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ok. Ça, c'est la grosse différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. La haute couture, il faut que ce soit production française, il faut que ce soit minimum une collection de 25 modèles et qui ne soit jamais reproduit. Donc là, effectivement, quand tu vas aller voir Dior haute couture, ce sera un défilé exceptionnel. Souvent, les modèles ont été pensés en amont pour des clientes. Chaque modèle est à peu près à beaucoup d'argent. On ne parle pas d'argent dans ce milieu-là, mais ne sera pas reproduit. Alors que moi, j'interviens dans le prêt-à-porter. Donc, le prêt-à-porter, c'est des pièces, si tu veux, qui effectivement, de par la matière, de par le savoir-faire, la confection, la personne qui est derrière, va pouvoir coûter effectivement de l'argent, mais qui va être reproduite. Donc, que tu vas pouvoir retrouver.
Mais ça peut être effectivement une veste à 5 000, 6 000 euros. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce sera quelque chose qui sera fait en série. Voilà. Nous, dans le prêt-à-porter et dans le haut de gamme luxe, si tu veux, on intervient en amont justement pour éviter toute production non nécessaire, puisque de toute façon, il faut faire aussi attention à l'humain, à l'animal, à la planète aujourd'hui. On fait en sorte d'arriver au plus près de la demande. Donc, si tu veux, nous, à la fin des sessions de vente, à la fin des Fashion Week, on envoie tous les agents, moi comme l'agent allemand, comme l'agent suisse, comme tout ça, envoyons les commandes en disant bah, le tel modèle A, en telle couleur, en telle taille, on en a besoin de temps, ils font le calcul et ils partent en production avec après. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à pallier l'offre et la demande. Et donc, disons que toi, tu es entre ce styliste local, ce petit styliste très créatif, puis un H&M, par exemple. Un H&M pourrait, toi, tu es entre les deux, puis toi, tu coordonnes le deal. Euh, Quelle serait la nature du deal? Comme, hey, designer, tu nous donnes le modèle de qu'est-ce que tu as produit, toutes les mesures, les couleurs, etc. Puis nous, on va en produire 10 à 50 000 pièces. Puis ça, c'est un contrat de, disons, 10 à 15 à 20 000 euros par pièce. Comment est-ce que ça fonctionne? Puis toi, tu prends 10% en tant que middleman là-dessus? Ou? OK. Moi, le deal, c'est dans une première étape d'accompagner les designers pour que ils arrivent à faire des collections qui soient le plus justes et le plus appropriées à un marché. Donc moi, je les accompagne, si tu veux, pour qu'ils puissent vraiment faire une collection qui soit concise et qui réponde à une demande de marché. Une fois qu'il y a eu ça, moi, je crée le lien entre la marque qu'on a préparé et toutes les boutiques dans le monde. Au niveau des boutiques, mon rôle, c'est aussi de comprendre le marché. Donc, quand je dis le marché, ça veut dire leur ADN, parce que chaque boutique a son ADN, que ce soit un indépendant multimarque ou que ce soit un department store, ça dépend. Euh, Sa zone de chalandise, comment il fonctionne, quelle est sa cliente finale, et d'approcher ses commandes le plus proche possible pour qu'il fasse des bons achats. Parce que moi, le but du jeu, c'est que s'il achète quelque chose, c'est pour qu'il le revende après. Donc ça, c'est très important pour moi. Après, la manière dont ça fonctionne, c'est un petit peu, on va dire, au cas par cas. Ça dépend vraiment des clients, ça dépend dépend de la commande, de sa grandeur, ça dépend de beaucoup de choses. Après, là où ça fonctionne, c'est que moi, je ne travaille ni pour l'un ni pour l'autre, je travaille pour moi. Et quand je fais un deal, je prends un certain pourcentage de commission sur les commandes que j'apporte aux marques. Le middleman model, c'est un de mes modèles favoris, mais le truc, c'est que le plus que le client commande, le plus que tu gagnes. Donc, est-ce que tu n'es pas biaisé à ce qu'il commande le plus nécessairement? Non, parce que moi, le but du jeu, c'est pas qu'ils commandent une fois et qu'ils revendent mal. Moi, le but du jeu avec mes clients, c'est que on ait une relation stable et dans le temps. Donc, je préfère, et ça m'est déjà arrivé, des gens avec qui je peux travailler pendant 8 ans sur une marque. Au bout de 8 ans, ils me disent franchement, écoute Adrien, cette fois-ci, le designer, il s'est planté, j'aime pas la collection, c'est pas mon truc. Bon, eh ben écoute, merci. Je peux te proposer ça ou ça en autre chose. Et sinon, on se revoit l'année prochaine. Moi, le but du jeu, c'est pas que les gens dépensent. Le but du jeu, c'est pas de faire du volume. Moi, je fais de la qualité. Dans le luxe, on ne fait pas de volume, on fait de la qualité. Donc, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir qu'un client va dépenser 20 000 sur une collection qu'il n'aime pas parce que je sais qu'en faisant ça, dans 6 mois,
je vais avoir des problèmes parce qu'il aura mal vendu et ce sera pas un bon deal pour moi. Puis le client, je dirais, il peut commenter, mais de la plupart du temps, puis qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est que sa collection ne vend pas parce que le end customer n'aime pas le produit. Dans le monde de la fashion, je veux dire, des fois, les designers vont prendre un peu plus de risques, ils vont créer des pièces un peu plus, comment dire, moins communes. Puis peut-être que le client, le end customer va adopter ou peut-être qu'il va juste dire c'est laid. Puis je veux juste pas acheter ça. Donc, comment est-ce que tu négocies entre le risque, puis juste créer une pièce qui a été créé il y a 3 ans, puis juste recycler un modèle. Comment est-ce que tu jongles avec ça? Parce que si le designer prend des risques, puis crée une pièce qui est unique, peut-être que ça va devenir viral, puis peut-être que plein de gens vont se mettre à acheter cette pièce-là. Donc, comment est-ce que tu négocies ce virage-là avec tes designers? Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu racontes. Premièrement, quand un designer fait une collection, tu vas avoir plusieurs stratifications en fait dans la collection. Tu vas avoir là où tu mettais en lumière les pièces un petit peu iconiques, ce qu'on appelle Winter, qui vont être un peu importables, que vraiment les gens qui connaissent la mode et qui en consomment énormément vont s'amuser avec parce que ils ont euh, le lifestyle qui va avec, ils ont le porte-monnaie qui va avec, mais ces pièces iconiques, ces pièces un petit peu phares, importables, font partie des 10% de la collection euh, qui, au final, rapportent pas tant d'argent en fait et font beaucoup font beaucoup de presse, font beaucoup de parler d'elles, mais c'est pas vraiment là-dessus que ça se passe. La collection à la base, c'est quand même un gros 60% de pièces qui vont être faciles, qui vont être vendables, qui vont être commerciales. Et en plus, dans ma situation et là où je me place, c'est que moi, j'interviens dans un luxe. Si tu veux, moi, je travaille avec les plus grosses boutiques qui vont avoir les premières lignes comme Yves Saint-Laurent, Céline et ainsi de suite. Moi, j'interviens chez eux sur le luxe commercial. Euh, la cliente finale, elle, ça va être une médecin, ça va être une avocate, une femme qui a du pouvoir, une femme qui a de l'argent, mais ça va être aussi une mère, une femme au foyer, enfin, et une femme qui a aussi une vie active. Moi, j'interviens dans ce moment-là. J'interviens dans son day-to-day, où elle va se trouver le beau pantalon en cuir, le beau cachemire. Je fais pas de choses complètement extravagantes non plus. Je fais pas de robe du soir ou ce genre de choses comme Elissab peut faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais au moins ça Oui. donne un. Où est-ce que la mode euh, évolue avec les macro trends de ces jours-ci? Je dirais, il y a eu la COVID. Donc, tu sais, les gens, si tu achètes une pièce de Céline à 5 000 € puis que tu peux pas la montrer en public, c'est un peu bizarre. Aussi, l'économie était un peu plus lente cette année. Comment est-ce que la mode évolue par rapport aux macro trends d'un point de vue économique? Alors ça, c'est quelque chose qui est effectivement très particulier. La mode, effectivement, est en train de prendre un changement radical de par le Covid et de par la manière L'environnement dont aussi. le monde exactement. J'ai envie de dire que dans le luxe, on est le luxe commercial, on n'est pas trop touché pour l'instant parce que le microtrending est très développé sur les deux extrêmes. Donc sur la partie avec H&M, Shine et tout ce genre de choses où c'est de la consommation, c'est de la fast-food. Où là, c'est effectivement très tendu parce que c'est des gens qui, au final, c'est une manière de consommer où on s'en fout un petit peu, on bouffe et on garde le bon, on chie le reste, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Où là, effectivement, tout va très vite et très et, et
la grosse différence avec ce qu'on appelle l'ultra luxe aussi, où tu vas avoir des Yves Saint-Laurent, où tu vas avoir des Jacquemus, qui vont, eux, faire des développements d'expérience, des développements de boutiques, des développements de collections, qui sont au-delà, de par leurs moyens financiers et de par leur aura et de ce qui brille sur la mode, très différemment, mais le microtrending va être hyper important pour eux. Moi, je me situe vraiment dans la zone entre les deux, où justement on est un peu, on va dire, sauvé pour l'instant, dans le sens où on a une clientèle fidèle sur des vêtements, des collections, des designers qui ne vont pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre, mais vont apporter un produit parfait pour une demande précise. J'ai une question qui m'a toujours fasciné. Ma première business, c'était une business de produits, donc un e-commerce, c'était un supplément, un nootropic. Puis j'aimerais revenir dans la business de produits physiques éventuellement. Puis un des modèles qui me semble le plus avantageux, puis c'est le luxe, justement parce que les marges sont assez grandes. Puis la personne que je suis aime scaler. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut scaler un produit de luxe? Par exemple, disons ici, je suis à Oaxaca, au Mexique, puis c'est la capitale du mezcal. Donc, si je crée une bouteille luxueuse d'une forme particulière en cristal, puis je prends le mezcal de plus haute qualité que je peux trouver ici. Est-ce que je pourrais produire 10, 100 000 bouteilles par année, puis vendre chaque bouteille 10 000 euros? Est-ce que ça se fait ou est-ce que la nature du luxe, c'est d'avoir peu de quantité et c'est pas scalable? C'est bien le problème avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on te fait une belle merde, on l'empaque très joliment et on le vend beaucoup trop cher en faisant croire que c'est très rare, alors que c'est produit n'importe où, n'importe comment, pour n'importe qui. Ça, après, j'ai envie de dire oui, tu peux le faire. Tout dépend après qui tu veux être. Est-ce que tu veux faire les choses correctement ou pas? Si tu es là pour le dollar, effectivement, oui, tu vas pouvoir faire du mezcal à bon marché, dans une très belle bouteille, vendue très cher. Après, est-ce que tu as la conscience de l'environnement, des animaux, de l'humain et un minimum d'éthique? Si tu réponds à ces quatre questions, en tout cas, si tu te poses déjà ces quatre questions, tu verras que la direction de ton mescal va, va être très, très, très rapide et très droite. Et si on prend Louis Vuitton, par exemple, ou Rolex, Louis Vuitton un peu moins, mais Rolex, je veux dire, il n'y a rien vraiment de spécial de leur montre. C'est surtout la brand. 90% de l'achat d'une Rolex, c'est juste pour dire que tu as une Rolex puis te sentir bien, mais la plupart des processus pourraient être automatisés. Ça pourrait être des robots qui feraient mieux que les humains. Puis oui, on paye ces humains-là pour faire des montres, mais est-ce que ces deux brands-là sont en modèle scale? Je veux dire, Bernard Arnault avec le groupe LVMH, arguably, c'est un des hommes les plus riches au monde. Puis je pense qu'il y a un aspect scale de production, right? Il en produit un peu plus. Est-ce que ça serait pas un modèle du fait qu'on peut scaler le luxe dans ces deux cas-là? C'est complètement du luxe et je pense que ce qui rapproche ces deux marques, ces deux environnements, c'est que c'est un nombre inconsidérable d'emplois, de savoir-faire. Et aujourd'hui, tu parlais notamment de Rolex. euh, Ce que tu payes, effectivement, c'est pas forcément l'automatisation des machines, mais c'est plutôt un savoir-faire ancestral de personnes qui se sont
passés des codes, se sont passés des manières de faire, se sont passés un métier, un savoir-faire de génération en génération, de par ces entreprises qui font en sorte que ça reste concis, mais c'est des savoir-faire qui effectivement se payent et se payent cher. Donc, je pense que c'est effectivement justifié aujourd'hui. Effectivement, tu as le côté branding, tu as le côté, ben voilà, quand tu te payes une Rolex, tu te payes le fait de dire, je suis riche, j'ai de l'argent, je suis à l'aise financièrement. Euh, mais derrière ça, et plus que le côté image, c'est un nombre inconsidérable de personnes, de savoir-faire, de matériaux, enfin, c'est une vraie industrie. Ça fait vivre complètement la France aujourd'hui, LVMH. Ouais. Je pense à créer un modèle similaire, mais pas pour les gens qui admirent le savoir-faire humain, mais qui admirent l'intelligence artificielle. Donc, ça serait des nerds qui pourraient geeker out sur le fait que le robot qui a créé pour leur bouteille de mezcal, par exemple, était du modèle 48.2 et le software était GPT 4.5, par exemple. Chaque bouteille serait différente, mais créée par une intelligence artificielle différente, par exemple. Est-ce que tu penses que ce modèle-là pourrait réussir aussi? Je pense qu'aujourd'hui, tous les médias parlent de l'intelligence artificielle et on est obligé d'en parler parce que sinon, on passe pour un imbécile. Euh, Beaucoup de médias parlent de la manière révolutionnaire de comment on va faire l'intelligence artificielle. On a déjà vu dans notre branche d'activité des AI qui ont fait des collections avec des designers qui leur ont dit, bah voilà, j'ai besoin de telle collection pour telle personne en pensant à des fleurs. Bon, un truc un peu basique et l'AI a créé la chose. Moi, je me sers de l'intelligence artificielle pour certaines choses dans mon entreprise, aussi bien avec le CRM que dans le Gmail, que dans plein de choses. Oui, ça aide, c'est un très bon support. De là à en croire les récits de science-fiction de certains médias aujourd'hui qui disent oh, je fais ci comme ça et demain ce sera comme ci, je suis personne pour le dire, j'attends de voir. Bet your games, bitches. Où est-ce qu'on peut en trouver plus par rapport à toi et ton entreprise, Adrien? Tout simplement sur mon site web, sur les réseaux sociaux avec Instagram, Twitter et Facebook. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, je travaille principalement sur un luxe assez discret et je ne suis pas, on va dire, la meilleure des personnes pour brandir mon Instagram à chaque fois qu'il le faut. Donc, je suis assez low-key par rapport à ça. Mais effectivement, si vous souhaitez me suivre par rapport à mes réseaux, avec plaisir, je vous invite avec grand plaisir. C'était Adrien Gosson et Charles Cormier pour un autre Founder Wisdom Podcast.